Il y a quelque chose de cassé dans notre époque. Les gens les plus sains, les plus bienveillants, les plus sincères, ceux qui devraient être les premiers en couple, sont terriblement seuls. Pendant ce temps, les gens qui semblent afficher des comportements toxiques enchaînent les conquêtes. Avant, l'amour récompensait les âmes nobles, aujourd'hui, il les punit. Pourtant, si on regarde l'histoire de l'humanité depuis son origine, il y a deux choses qui animent vraiment les individus, la guerre et l'amour. Souvent, ces deux choses s'auto-alimentent. Les désirs de conquête de Napoléon pouvaient dépendre de l'évolution de sa relation avec Joséphine de Beauharnais, par exemple. De plus, notre culture entière suinte de ces histoires d'amour. Tolstoï raconte comment l'amour passionnel peut détruire dans Anna Karénine. Ian Curtis, chanteur de Joy Division, raconte sa peine d'aimer deux femmes à la fois dans Love Will Tear Us Apart. Et John Wick nous montre que l'amour concerne aussi nos animaux de compagnie et qu'il est tout à fait légitime de vouloir déglinguer une mafia au complet pour venger la mort de son cher et tendre petit chien. L'amour est au cœur de toutes les spiritualités et de toutes les religions majeures. En tout temps et en tout lieu, il nous donnait des ailes. Il nous fait vivre autant un bonheur à l'état pur que de la haine. Il nous donne autant d'espoir que de crainte, autant de joie que de peine. Tout comme une roue de Newton nous montre que le blanc est en vérité la somme de toutes les couleurs, l'amour est l'équivalent du blanc pour les émotions. Sauf qu'aujourd'hui, ce blanc baigne dans une fange de haine. Jadis, nos ancêtres étaient prêts à faire la guerre par amour, à décrocher la lune pour séduire et à traverser des continents pour retrouver leur bien-aimé, ainsi qu'à s'écrire des lettres parfumées de 20 pages pour entretenir la flamme malgré la distance. Nous, aujourd'hui, on se ghoste après 3 messages sur WhatsApp sans raison apparente. L'amour, en somme, semble totalement à l'agonie. Surtout pour celles et ceux qui veulent prendre le temps de se connaître, qui veulent se projeter ensemble vers l'infini et au-delà, et qui cherchent à créer une relation basée sur la loyauté, la complicité et une bienveillance à toute épreuve. Celles et ceux qui se disent, une fois passé l'illusion de la perfection de l'être aimé, malgré tes défauts, j'ai encore plus envie de rester à tes côtés. Vouloir vivre ça aujourd'hui semble ringard, pue la praline et surtout totalement irréalisable. Naviguer sur les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est voir à longueur de journée des centaines de vidéos de gens qui ont perdu espoir, qui souffrent de solitude et de célibat et surtout, qui ont perdu tout intérêt pour l'amour. Alors dans le fond, qu'est-ce qui s'est passé ? Pour le comprendre, il faut déjà mettre en lumière un paradoxe dans notre époque. La communication, élément essentiel pour entretenir une bonne relation et faire des rencontres, n'a jamais été aussi simple, et pourtant on est plus perdu que jamais. Aujourd'hui, il me suffit de quelques secondes pour prendre un smartphone et installer une application qui me permet de parler avec n'importe qui, depuis n'importe où à travers le monde. Avec le boom de l'intelligence artificielle, la barrière de la langue n'existe quasiment plus, il reste tout au plus la barrière des cultures. Tout cela semble positif, mais il y a un constat glaçant. Nous sommes plus connectés que jamais et souffrons de la solitude plus que jamais. La solitude, ce n'est pas être seul, c'est un sentiment qui dépend du contexte. On peut être entouré de monde et se sentir terriblement isolé. On peut aussi vivre seul et être heureux. Ça, c'est être solitaire, car la solitude est choisie et non subie. Mais le cas le plus fréquent aujourd'hui, c'est de vivre seul, isolé, sans amis ni relations proches, dans un célibat qui, comme le temps lui-même, semble n'avoir ni début ni fin. Une étude du Pew Research Center datant de 2022 indique qu'aux États-Unis, 63% des jeunes hommes de moins de 30 ans se sentent seuls. Pour les femmes, sur la même tranche d'âge, on est à 34%. Dans les deux cas, ces chiffres sont conséquents et on reviendra sur ces statistiques pour expliquer pourquoi il y a un tel écart entre les hommes et les femmes. Actuellement, les sociologues les plus optimistes nous alertent. On fait de moins en moins l'amour, qui est quand même l'expression la plus pure de la passion entre deux êtres à la base. Les gens sont tellement seuls et déprimés, le pessimisme est tel sur la situation économique, écologique et géopolitique que beaucoup ne veulent plus faire d'enfants non plus. Nous fonçons vers une crise démographique majeure, le mur est droit devant et on fonce dedans avec la détermination d'Usain Bolt aux Jeux Olympiques. La majorité des gens qui souffrent de solitude sont des personnes célibataires. Sachant qu'on peut déjà se sentir extrêmement seul en couple aux côtés d'une personne qui n'est plus celle qu'on a aimée ou envers laquelle la flamme s'est éteinte, sans personne à ses côtés, cette souffrance devient abyssale. La misère affective, en somme, c'est un ticket aller simple pour plonger 20 000 lieues sous les mers. Et parmi cet océan de célibataires, il y a plusieurs profils. Le premier profil, c'est les timides et les discrets, ceux qui veulent vivre une belle histoire, qui rêvent de nouer des liens profonds, mais ils ne savent pas se mettre en avant. Manque de peau, on vit dans une époque qui glorifie le culte de l'ego. Aujourd'hui, tout repose sur l'apparat. Il faut avoir une belle vitrine Instagram et posséder 150 000 abonnés sur 3 plateformes différentes. Il faut avoir 147 meilleurs amis minimum dans le monde réel et participer à des soirées rooftop 8 fois par semaine pour prouver qu'on est sociable. Et à 18 ans, si tu n'as pas gagné 17 millions d'euros avec ton entreprise de digital nomade, tu es un échec de la nature. Si à 50 ans on n'a pas une Rolex, on a quand même raté sa vie. Sauf que la nature humaine se traduit par la diversité et donc, il y a intrinsèquement des gens plus discrets que d'autres, ne se mettant pas en avant. De ce fait, ils plongent dans l'abîme de l'ignorance, parce qu'être discret aujourd'hui, c'est nager à contre-courant de la dynamique sociale actuelle. Certains ne savent pas comment socialiser convenablement, ce qui devient une source de chagrin quotidien. D'autres savent comment faire, mais ont trop peur d'essayer. Résultat, on a des millions d'âmes à travers le monde qui, n'étant pas en osmose avec ce paradigme, sombrent soit dans une dépression profonde, soit se résignent et abandonnent complètement l'idée de connaître un jour l'amour.
En deuxième profil, il y a tout simplement ceux qui osent mais qui sont très proches du premier camp. Ce sont les introvertis qui n'ont aucun problème à provoquer la rencontre, tout comme d'autres personnalités rayonnantes et hautement sociables. En bref, des gens qui savent socialiser, qui savent parler, séduire et captiver, et qui pourtant, malgré tous leurs efforts, restent seuls. Ce sont celles et ceux qui ont à cœur de vivre ces histoires que nos anciens nous ont transmises. Pour eux, être en couple, c'est co-construire quelque chose de beau. Et ils ne le cachent pas, c'est même leur credo. Pour eux, la meilleure manière de séduire, de créer une relation saine basée sur la fidélité, la complicité et la bienveillance, c'est de travailler sur soi en permanence. Faire des introspections profondes, se cultiver tant sur le plan intellectuel qu'humain et que physique est une règle de base pour croître sur le plan humain. Ces personnes font souvent preuve d'hypersensibilité et d'une grande intelligence émotionnelle, ce qui les rend au premier abord hautement charismatiques. Mais conscientes que la séduction moderne est un jeu de dupes basé sur des comportements toxiques et manipulateurs du type « suis-moi je te fuis, fuis-moi je te suis », elles refusent d'alimenter cette mascarade, elles restent fidèles à leurs valeurs, à savoir le respect, l'écoute et le partage. Et en plus, ces gens ne se précipitent pas lors d'une rencontre. Ils prennent le temps de connaître l'autre en profondeur, de découvrir qui se cache vraiment derrière un sourire, mais dans une société où tout doit être instantané, on finit par leur faire comprendre qu'ils manquent d'audace, qu'ils sont trop lents, trop prudents. Ainsi, ce sont des femmes et des hommes qui, bien qu'ayant de magnifiques passions à partager, de belles histoires à raconter et un charisme indéniable, et parfois même un physique attrayant, ne plaisent à personne au final. Parce qu'on les perçoit comme trop sensibles, trop réfléchis, qui se posent trop de questions, et surtout, trop gentils. Parce que la gentillesse semble être devenue une hideuse faiblesse aujourd'hui. Ce célibat subi et interminable les mène peu à peu à perdre confiance en eux. Ils sombrent dans la haine ou dans un isolement total. Bien qu'incarnant des valeurs hautement positives, ils finissent par penser qu'ils sont le problème, que c'est eux qui sont cassés, défectueux. Mais dans le fond, moi-même faisant partie de ce groupe, je me dis qu'il vaut mieux rester fidèle à soi-même et être seul, plutôt que de plaire en adoptant des comportements toxiques. Comme l'a dit Krishnamurti, ce n'est pas un signe de bonne santé mentale que d'être bien adapté à une société malade. Maintenant, en troisième profil, il y a l'autre côté du spectre. Celles et ceux qui pensent surtout à eux, qui sont complètement en phase avec le culte de l'ego actuel. Ils ne se posent pas de questions et foncent, l'audace est leur maître mot. Ce sont des femmes parfaitement au clair avec leurs désirs et des hommes qui ne passent pas par quatre chemins et où la manipulation est juste un outil pour arriver à leur fin. Ils sont parfaitement en phase avec le paradigme de séduction moderne qui se joue sur l'apparence, sur un rôle qu'on leur demande de jouer en permanence. En soit, ce sont des gens qui ont parfaitement réussi à s'adapter à ce que la société leur demande d'être. Mais quand on passe son temps à jouer un rôle autre que le sien, on en vient à se poser des questions. Qui je suis? Qu'est-ce que j'aime? Pourquoi je? On nourrit alors un vide affectif et existentiel. Derrière les filtres Instagram et les stories d'une vie de rêve, on trouve le visage de la dépression et de la mésestime de soi. Alors ces gens n'arrivent pas à créer de relations profondes, car ce qu'ils ont à offrir ne se trouve qu'en surface. Une fois qu'ils doivent s'ouvrir à quelqu'un, ne se connaissant pas eux-mêmes, la relation prend un coup dans l'aile. Cela les mène à enchaîner de nombreuses relations, souvent courtes, éphémères comme un feu de paille. Sauf que dans le fond, eux aussi veulent vivre une relation longue, pérenne et stable, mais ils n'y arrivent pas. Quelque chose leur échappe toujours. Tandis que les trop gentils développent des idées noires pensant être des anomalies humaines, ceux de ce camp souffrent d'un mal-être moderne, le dating bore-out. Ils rencontrent des dizaines de personnes, mais aucune ne fait battre leur cœur, aucun regard qui accroche, aucun rire qui résonne en eux. Juste un défilé de visages qui se fondent dans le néant, et à la fin, il n'y a jamais ce sentiment qui fait vibrer l'humanité depuis toujours. Une étude de Forbes Health de 2024 montre que 78% des utilisateurs d'applications de rencontres se sentent émotionnellement, mentalement ou physiquement épuisés par ces dernières. Le dating bore-out n'est pas l'exception, c'est devenu la norme. À force d'enchaîner les conquêtes pour ceux qui ont du succès sur les applications de rencontres, ces personnes collectionnent les déceptions et finissent par penser « les femmes sont toutes des flûtes » et à l'inverse, les hommes sont tous des pipeaux. Tu as parfaitement compris ce que je voulais dire ici. Mais ces personnes ne se remettent jamais en question elles-mêmes, ainsi elles répètent les mêmes erreurs en boucle. Mais en réalité, ces trop gentils et ces bore-out relationnels sont les deux faces d'une même pièce. Les premiers restent seuls malgré leurs efforts, les seconds enchaînent les relations sans jamais trouver ce qu'ils cherchent. Mais au fond, tous souffrent du même vide affectif. Par désespoir de cause, certains finissent par accepter cette idée que l'amour n'en vaut plus la peine, que c'est la garantie de souffrir intensément, et qu'il vaut mieux laisser ça aux naïfs. Au final, seul le sexe importe. Alors, autant en consommer le plus possible, comme on dévore un buffet à volonté. Le sexe, qui était jadis la fusion sur le plan physique de deux âmes qui s'aiment, est désormais seulement bestial et sans valeur. On baise comme si on allait chercher du pain à la boulangerie du coin, quelques heures ou jours après avoir rencontré une personne inconnue, qui a pour seule et unique caractéristique le fait que son physique nous plaise. Mais on ne sait rien de sa personnalité. Tant qu'il n'y a pas de sentiment et que tout est clair pour les parties, agir comme ça c'est plutôt sain. Si tout est défini d'entrée... Ça fait allusion. Mais plus on a de relations, plus la probabilité de souffrir du dating bore-out est élevée.
Quand l'âge augmente, que le désir charnel est petit à petit remplacé par l'envie d'avoir quelqu'un d'important à ses côtés, quelqu'un qui reste, voire de fonder un foyer. Le désintérêt est détrôné par la déception et les regrets. Et malgré tout ça, il reste une minorité qui a réussi, les couples loyaux, stables, pérennes. Eux, on les aime autant qu'on les déteste. Je dis ça avec affection. Mais on vous voit là, nous spammer avec vos shootings façon photo de mariage sur Facebook. Sauf que nous, le reste du monde, on est en galère. Alors par jalousie, on a juste envie de vous jeter du calcium au visage. Alors bien sûr, je rigole, félicitations à vous, et ça nous donne vraiment de l'espoir, parce qu'on sait que ça existe encore. Mais il faut avouer qu'on idéalise trop ce que c'est. On pense qu'un couple de cet acabit, c'est une joie permanente, un bonheur sans fin. Or, une relation loyale, stable, basée sur la complicité et le long terme, ce n'est pas le bonheur permanent. C'est jongler au quotidien entre « ce soir, je rentre du travail, je te défenestre, j'en peux plus de toi » et « ce soir, je rentre du travail par ta fenêtre, j'ai trop envie de toi ». Mais si ça dure, c'est parce qu'il y a au cœur du truc de la confiance mutuelle et de la communication. Un couple monogame, stable, hétéro ou homosexuel d'ailleurs, c'est un couple où chacun n'a pas besoin de l'autre pour être heureux, mais désire sa présence comme on désire l'air qu'on respire, et où dans le fond, on sait qu'on peut perdre l'être aimé à tout instant, et accepter cette fatalité. Ce camp semble désormais minoritaire aujourd'hui, et c'est devenu l'équivalent de l'anneau unique du Seigneur des Anneaux. Cette solitude de masse ne naît jamais du hasard. Quand on regarde, on voit souvent que les hommes disent que les femmes se ruent sur les bad guys et les femmes se plaignent que les hommes foncent vers les bad girls. Tout cela n'est que le symptôme de mal-être général qui pousse sur des failles anciennes. La famille, le lien primordial et la confiance en soi. Alors, comment en est-on arrivé là ? Pourquoi les personnes toxiques réussissent-elles tandis que les personnes bienveillantes restent seules ? La réponse ne se trouve pas dans le présent mais dans le passé. Dans les failles anciennes qui se sont creusées il y a des décennies et qui continuent de nous hanter aujourd'hui. Au cœur de tout ça, il y a un événement massif qu'on a tendance à sous-estimer, le boom des divorces au début des années 90. Nos générations actuelles ont grandi dans des familles éclatées, marquées par la perte de repères et le manque de présence parentale. Les deux parents, divorcés ou non, travaillent toujours plus pour gagner de moins en moins d'argent, laissant aux enfants le sentiment d'être délaissés, abandonnés dans un monde qui tourne trop vite. Ensuite, dès la petite enfance, beaucoup ont été confiés à des nounous débordés ou à des structures surchargées, où l'on n'existe déjà que dans la masse, où l'on apprend vite à se fondre et à se taire et à ne pas déranger. Ensuite, à l'école, on passe plus de temps avec les profs qu'avec sa famille. Le sentiment de solitude apparaît donc très tôt et s'installe comme une seconde peau pour beaucoup d'entre nous. Ce contexte a laissé des traces profondes. Mésestime de soi, perte de confiance, trouble de l'attachement. Autant de cicatrices invisibles mais indélébiles. Des filles grandissent sans modèle paternel stable et des garçons sans cadre masculin solide pour leur montrer ce qu'être un homme veut dire. Les mères, souvent épuisées, ont dû être fortes seules, mais parfois au prix de leur propre bonheur et de la disponibilité affective envers leurs enfants. Et ces blessures, on ne les oublie jamais vraiment. On les rejoue encore et encore comme une pièce de théâtre tragique dont on connaît la fin, mais dont on ne peut s'empêcher de la répéter. Lise Bourbeau explique avec une clarté troublante que, pour guérir, nous cherchons inconsciemment à rejouer les scénarios qui réactivent nos blessures. La fille qui a eu un père absent se rue sur le mec qui ne la calcule pas, reproduisant le schéma qu'il a brisé dans l'espoir secret, cette fois, de se réparer. Le jeune homme qui a grandi auprès d'une mère dépressive endosse le rôle de sauveur, cherchant à réparer chez l'autre ce qu'il n'a pas pu réparer chez elle, portant sur ses épaules un fardeau qui n'a jamais été le sien. Ce mécanisme psychologique, John Bowlby l'a théorisé avec sa théorie de l'attachement, qu'on peut expliquer avec la théorie du porte-avions. Les parents sont comme des porte-avions, et les enfants sont les petits avions. Un enfant explore le monde avec confiance parce qu'il sait qu'il pourra toujours revenir se poser en sécurité, retrouver ce havre stable qui lui permet de s'envoler à nouveau. Mais si un des porte-avions, voire les deux, disparaît, s'éloigne ou devient instable, le décollage se transforme en chute libre. L'enfant n'ose alors plus explorer ou au contraire s'enfuit sans jamais savoir où atterrir. C'est ainsi qu'une génération entière, des millennials au alpha, a grandi dans la dépendance affective et la confusion des repères, ballottés entre la peur d'être abandonné et la capacité de s'attacher vraiment. Et c'est ce terrain-là, fertile en souffrance enfouie, qui nourrit aujourd'hui la peur d'aimer. Une fois adulte, ces blessures dictent nos comportements amoureux sans même qu'on s'en rende compte. On cherche chez l'autre ce qu'on n'a jamais reçu, l'attention, la présence, la stabilité. Et paradoxalement, on fuit dès qu'on le trouve, paniqué par cette proximité qu'on a toujours désirée mais jamais appris à gérer. La peur de l'abandon engendre la peur de l'engagement et le besoin de validation devient une drogue dont on ne peut plus se passer. Les tactiques au nom anglais qui fleurissent partout sur internet comme le ghosting, le love bombing et le breadcrumbing, je m'excuse pour l'accent, ne sont pas de simples modes toxiques nés d'internet, elles ont leurs racines dans ces troubles profonds, dans ces blessures qu'on traîne depuis l'enfance collectivement. Le boom des divorces, combiné à ces troubles de l'attachement, a fait perdre la foi dans les valeurs des belles histoires d'amour. Résultat, aujourd'hui il y a moins de mariages et toujours plus de ruptures. Les chiffres sont glaçants.
Il y a eu 300 000 mariages en 2020 contre 229 000 en 2022, avec désormais une durée moyenne des mariages de 5 ans et demi pour un taux de divorce de 50%. Si tu te maries aujourd'hui, tu as une chance sur 2 de divorcer très rapidement. Alors maintenant, on se marie moins, on divorce plus vite, on croit moins en la possibilité que ça dure. Pourtant, dans ce marasme, certains ont pris conscience de cette toxicité ambiante. Ils ont fait un gros travail sur eux, pratiqué des années d'introspection et de remise en question, creusé dans leur zone d'ombre pour en extraire de la lumière. Et ces gens, on les repère facilement. Ils ont des comportements imprégnés de gentillesse, d'empathie et de bienveillance. Or, ce cocktail, actuellement, est la recette suprême pour être seul et pour être mis de côté. C'est ça, le paradoxe cruel de notre époque. Alors, quand on est dans ce cas-là, on finit hanté par une question qui tourne en boucle, qui résonne dans notre crâne comme un mantra de désespoir. Putain, mais qu'est-ce qui va pas chez moi ? Aujourd'hui, beaucoup de personnes sont physiquement très belles, hautement intelligentes, maîtres dans plusieurs passions avec une bonne situation professionnelle, et pourtant elles sont seules H24 en dehors du travail, parce qu'elles veulent créer une connexion profonde, quelque chose de vrai, et pour ça il faut être respectueux, bienveillant, et prendre son temps, et surtout ne pas brûler les étapes. Tout ce qui ne plaît pas aujourd'hui. Parce que voilà le drame, quand en face on n'a jamais reçu d'attention, quand on a grandi dans le manque affectif, la gentillesse, ça effraie, elle devient repoussante, suspecte, trop belle pour être vraie. Ce type attentionné qui t'envoie dès le matin « J'espère que tu passeras une bonne journée, je t'aime », ça te donne désormais la gerbe, ça déclenche une alarme intérieure qui hurle « Ouah, c'est louche ce type, il est trop gentil, sans raison ». Et celui qui te ghoste, te trompe et te parle mal, lui, bizarrement, fait croître en toi des émotions de désir, réactive ces schémas anciens où l'amour rimait avec souffrance, et où il fallait se battre pour exister aux yeux de l'autre. A l'inverse, d'autres ont choisi une voie différente. Ils misent tout sur l'ego, sur l'apparence, cherchent à plaire coûte que coûte pour combler un manque affectif sévère qu'ils refusent de regarder en face. Mais là aussi, c'est une impasse. Quand on n'a jamais reçu d'attention, qu'on ne s'en donne pas à soi-même, qu'on ne s'aime pas vraiment, qui qu'on est en face de soi, on est toujours déçu. Parce que l'autre ne peut pas combler un vide qu'on refuse de reconnaître. On ne peut pas remplir d'eau une bouteille trouée. En bref, de par le fonctionnement de la société, nous nous tréballons tous de sévères carences et blessures affectives, comme des bagages invisibles qu'on traîne partout sans même s'en rendre compte. Et comme pansement temporaire pour calmer la douleur sans jamais vraiment la soigner, on a des iPads, du Wi-Fi, et nos fameuses applications de rencontres. Au début des années 2000 est apparu Mythique. À l'époque, c'était tabou pour les adultes d'être sur les sites de rencontres. Ils s'en cachaient. Et petit à petit, ces sites ont pris de l'ampleur, puis est apparu celui qui allait être le Graal de la rencontre amoureuse, Tinder. Tinder, ça veut dire étincelle. C'était à la base le truc pour allumer la braise passionnellement incendiaire entre deux parfaits inconnus. Et au début, ça fonctionnait bien. Puis avec le temps, ça a fini par déraper. L'ironie, c'est que Tinder a fini par noyer la braise sous un océan de souffrance en capitalisant l'amour lui-même. Pour comprendre tout ça, prenons l'expérience Tinder d'un homme moyen aujourd'hui qu'on va appeler Benoît, et mettons-la en lien avec celle d'une fille lambda qu'on appellera Stéphanie. Pour Benoît, obtenir un match d'une vraie humaine devient un miracle. En général, il va recevoir peut-être 1 ou 2 likes par mois, plutôt tous les 2 mois, et sur ces likes, la majorité seront des robots, des arnaques ou des brouteurs ivoiriens cachés derrière des comptes d'escort girl. Et à force de ne recevoir aucun like en retour, ça commence à faire penser à Benoît mais je suis aussi hideux que ça. Alors il va se mettre à en envoyer en masse sur tous les profils, parce que désormais il ne cherche plus une histoire, mais de la validation. Un simple like en retour qui lui ferait penser qu'il n'est pas l'abomination physique qu'il pense maintenant être, parce que son estime de soi s'effondre totalement depuis qu'il est sur Tinder. Mais notre jeune bougre est persévérant, il en veut. Alors il peaufine son profil, améliore ses photos et joue sur l'humour. Au 3e mois, il obtient un like, un vrai avec Stéphanie. Il va lui envoyer un message sympa, mais Stéphanie n'a strictement rien écrit sur son profil. Elle a juste 2 photos. Or, il sait que la concurrence envoie principalement des « coucou ça va » ou des propositions anatomiques douteuses, et on parle pas de jouer à Docteur Maboul. Alors lui, il prend le temps, il observe les photos, et écrit un message sur des détails qu'il a vus, et il joue sur l'humour. Bref, il fait un message qui a été réfléchi en amont, et il envoie ce message. Sa missive d'amour ne sera jamais lue. Au mieux, il se prendra un vu de l'espace. Alors, à partir d'ici, on entre dans la science-fiction. Admettons que Benoît obtienne une réponse de Stéphanie. Il a fait un message avec plusieurs ouvertures possibles pour entretenir la conversation, et il va avoir en réponse « LOL ». Stéphanie, décidément, ne fait vraiment aucun effort. Admettons par miracle que la conversation se passe bien. Stéphanie a fait des réponses longues, drôles, et alimente elle aussi la conversation. Elle est intéressée. À ce stade, on est au niveau de miracle à lourd. Sauf que Stéphanie, elle a le choix entre Benoît et 154 nouveaux prétendants par heure. Alors Benoît se voit ghosté d'un coup avec une telle véhémence que l'équipe des Ghostbusters débarque dans son salon et le tabasse à coups d'aspirateur. Benoît s'effondre psychologiquement. Mais si on s'arrête là,
On pourrait se dire que Stéphanie est une mauvaise personne. D'ailleurs, certaines personnes ont dû quitter la vidéo en ce moment-là en pensant que je m'en prenais aux femmes, alors que non. Alors maintenant, on va essayer de comprendre le point de vue de Stéphanie. Elle a été folle amoureuse d'Alexandre. Et après des mois de couple où finalement elle a été trahie, la séparation fait extrêmement mal. La confiance en l'homme n'est plus là et la méfiance prend le relais. Au bout d'un certain temps, ne supportant plus la solitude, elle décide d'installer Tinder. Avant même de finir de remplir son profil, sans avoir mis de photo, elle a déjà 25 likes. Une heure après, elle en est déjà à 119. Ça fait beaucoup là, non? Même dans un coin reculé comme la Creuse par exemple, c'est le jackpot à Las Vegas. Vu la demande, pas besoin de mettre une description de profil, elle prendra le temps de se dévoiler auprès d'une personne intéressante. Rapidement, la demande est telle qu'elle doit faire le tri, ce qui commence à être un peu inquiétant. Et si elle prend le temps de répondre à tous, cela lui prendrait plus de temps que son travail à temps plein. Et soyons francs, quand elle match, sa boîte de messagerie c'est littéralement « Je suis ton grand chocolat !» Stéphanie, vu l'abondance de messages dans ce genre, commence à perdre foi dans le sexe masculin à vitesse grand V. C'est drôle, hein? Elle finit bien par voir le message de Benoît qu'elle ouvre au travail, elle prendra le temps de lui répondre plus tard. Son message est super touchant, il a vraiment fait un effort. Mais bon, c'est peut-être un pervers plus intelligent que les autres. Il va sûrement lui demander un truc glauque tôt ou tard, comme des photos de ses pieds après avoir porté des bottes toute la journée, ou un « T'es bonne comme un meuble Ikea, je vais te démonter, tordre démonter ». Je rigole parce que ce sont de véritables messages, ça. Pas que j'ai reçu moi, bien sûr. Alors d'instinct, Stéphanie, elle se méfie. Elle lui répond le soir, et directement après, elle match avec le beau gosse ultime, He's No Good. Il est grand, il est musclé, il est photogénique, il est cultivé, il est drôle, il a l'air d'avoir un paquet de thunes. Là, toutes les barrières psychologiques de Stéphanie sautent vu l'appât du gain. Elle aurait bien parlé plus avec Benoît, mais elle est humaine. Et on ferait tous pareil, elle se concentre sur celui qu'elle trouve le plus attrayant à ses yeux. Entre Benoît, l'équivalent d'un Yorkshire, et He's No Good, le malinois pure race, elle fait son choix. Stéphanie, de son point de vue, ne ghoste pas un être humain, mais un avatar dans son téléphone. Et nous faisons tout ça inconsciemment. Nous ne voyons pas un être humain en dialoguant à travers un écran, mais une chose virtuelle, ce qui enlève toute forme de culpabilité et d'empathie. Et ce n'est pas de la faute des usagers, c'est le médium lui-même qui veut ça. Parce que le virtuel empêche l'authentique. Donc, la conversation avec He's No Good se passe à merveille. Il y a même une tension sexuelle qui s'installe rapidement, et très intéressée, elle propose un date. Arrive le jour J, et après cette fête la plus belle possible, silence radio. Voilà qu'elle subit un ghosting de force 42 sur l'échelle de Richter. Tout comme Benoît, Stéphanie s'effondre. Elle se demande ce qu'elle a fait de mal, ce qu'elle a pu dire de vexant. Son estime se brise et sa confiance envers les hommes diminue encore d'un cran, et la barre était déjà bien basse. Et en plus, en parallèle de ça, elle continue de recevoir 50 nuances de saucisses en message, et pourtant, la saison des barbecues est finie. Par défense psychologique, Benoît, lui, va se dire que les femmes sont toutes les mêmes, et Stéphanie que tous les hommes sont des tocards. De rage, Benoît devient influenceur masculiniste sur TikTok et explique que les femmes sont vénales, hypergames et ghost à tout va. En commentaire, les femmes répondent « C'est les hommes qui font ça, vous êtes tous les mêmes !» Je vais peut-être faire du théâtre à force. Stéphanie, elle, perce sur Instagram avec ses vlogs où elle raconte comment He's No Good l'a ignorée du jour au lendemain. Elle devient alors une figure importante de la misandrie. Dans ses commentaires, des hommes haineux lui écrivent « Vous, les jouvencelles modernes, vous êtes les reines du ghosting !» En somme, le monde est devenu une cour de récréation géante sans surveillant pour calmer la dispute. Parce que le ghosting, la tromperie, la peur de l'engagement, la misère affective, la misère sexuelle, liste non exhaustive, tout ça, ce ne sont pas des choses spécifiques aux hommes ni aux femmes, c'est le propre de l'être humain. Plonger dans la misandrie ou la misogynie, c'est juste alimenter la haine et participer activement à ce marasme ambiant. Et le pire, c'est qu'il y a une explication à tout cela, et une volonté que cela se passe comme ça. Le rôle des sites de rencontres, ce n'est pas que les gens s'unissent pour la vie, sinon il n'y aurait plus aucune raison d'exister. Le but, c'est de faire un max de thunes, et ce qui rapporte le plus, c'est ta misère affective. Et malgré tout ça, les gens commencent à ouvrir les yeux. Match Group, propriétaire de Tinder et Hinge, a vu une baisse de 8% d'abonnés payants sur Tinder. Les plateformes s'effondrent en bourse parce que petit à petit, on réalise que ces applications ne veulent pas notre bonheur, elles veulent notre argent, et pour ça, elles ont besoin qu'on reste seul et dépressif. Alors, les hommes moyens, pour ne pas être invisibles, doivent payer pour que l'algorithme les mette, en théorie, un peu en avant. Benoît paye désormais 30 balles par mois, il passe de 2 à 4 likes, et en 8 mois, il s'est fait ghoster pour la 4e fois. Stéphanie a oublié He's No Good, mais elle découvre que c'est plus simple d'enchaîner les relations d'un soir que de risquer encore un énième ghosting. Son body count grimpe en flèche et elle enchaîne les relations. Est-elle plus heureuse ? Bien sûr que non. Elle se sent usée, perdue, souillée. Elle se voit vieillir et aucune relation stable n'est à l'horizon. Pire, à force de multiplier les partenaires, elle n'arrive même plus à avoir le moindre sursaut sentimental. Tout est fade.
C'est ça le dating bore out. Ce qui fait défaut, c'est que sur les sites de rencontres, il y a 80% d'hommes pour 20% de femmes. D'emblée, il y a un déséquilibre. Mathématiquement, ça ne peut pas fonctionner. Et ça a des effets néfastes en cascade. Les femmes ont presque une chance sur deux de matcher après chaque like. Les hommes, eux, ont 0,6% de chance, environ un match pour 40 likes. Moi, je devais être plus proche des 0,00006, mais c'est comme ça. Chaque like envoyé sans réciprocité est payé avec un peu d'estime de soi. Mais il y a pire, c'est vraiment bien fait tout ça quand même, c'est que 80% des femmes, qui représentent 20% sur les sites de rencontres, ne like que 20% des hommes, qui représentent 80%. Ainsi, la majorité des hommes est ignorée et la minorité est dans l'abondance totale. Ces derniers n'ont aucune raison de s'engager et peuvent se permettre de choisir. En gros, pour la majorité des femmes et pour une minorité d'hommes, aller sur Tinder, c'est juste faire des courses. Résultat, la majorité des femmes pensent que les hommes sont tous des salauds parce qu'elles se battent pour une minorité d'entre eux. C'est ça qui explique pourquoi il y a cet écart entre 63% d'hommes seuls et 34% de femmes seules que j'ai dit plus tôt. Parce que, sans le savoir et sans le vouloir, les femmes se battent pour les mêmes hommes en ignorant tous les autres. Si Stéphanie s'est fait ghoster, c'est pour la même raison qu'elle a ghosté Benoît. Is No Good étant en haut du panier, a juste à choisir. Et il a trouvé mieux qu'elle. Pendant qu'il parle avec Stéphanie, il rencontre Béatrice, l'alchimie a lieu, ils se mettent en couple. Clap de fin pour toutes les autres prétendantes qui sombrent alors dans la haine. Les sites de rencontres nous montrent l'abondance, ce qui nous empêche de choisir et nous fait ignorer notre entourage proche. Aujourd'hui, même une jeune femme qui vit au fin fond de la Russie chez grand-mère Baba Yaga, qui passe ses journées à éplucher des patates, a juste à télécharger Tinder ou Instagram pour pouvoir éventuellement rencontrer des hommes infiniment plus attrayants que ses voisins du village. Du coup, on ignore les gens autour de soi et tout le monde se sent désormais seul sur l'ensemble du globe. J'ai pris l'exemple d'une femme au fin fond de la Russie, c'est pareil avec un garçon au-dessus de la moyenne. Bienvenue dans le monde du dating moderne, un monde où on ignore la majorité et où on se victimise sans jamais remettre en question le système. Un système qui veut qu'on soit seul, parce qu'encore une fois, ça rapporte. Et avec l'essor de ces sites de rencontres, il n'y a plus d'entre-deux. C'est comme en économie, il n'y a plus de classe moyenne. Soit tu es dans la misère affective totale, soit tu es dans l'abondance. Tu plais soit beaucoup, soit pas du tout. La misère détruit l'estime de soi, mais l'abondance aussi. Et ça, c'est le paradoxe du choix. Quand tout est possible, plus rien n'a de valeur. Le soir, tu veux regarder un film pour te détendre après le travail, tu as le choix entre le catalogue Netflix, Disney, Paramount, Crunchyroll et Dorsel TV. Alors tu passes 4 heures à scroller avant de t'endormir sans rien avoir choisi. Et sur les applis, c'est pareil pour ceux qui ont du succès. Tu parles à quelqu'un, mais tu te dis qu'il y a toujours mieux derrière. Alors tu ériges des barrières intérieures et tu te vides psychologiquement et au final, tu restes seul. Mais aussi, nos dernières générations ont une grosse intolérance à la frustration, une fuite des responsabilités et une absence de repères stables font qu'on ne sait plus communiquer autrement que par la haine ou la suspicion. À force de voir les jours défiler sans le moindre like ou d'enchaîner les ghostings et les tromperies, on finit par développer un syndrome post-traumatique. Maintenant, avant même d'envoyer un message à quelqu'un, on est convaincu qu'il n'y aura pas de réponse. Avant de faire une rencontre, on se dit que ça se passera mal. Alors, on se referme. Les anciens codes d'honneur volent en éclats, la confiance a disparu, la complicité n'existe plus, la tromperie est banalisée, et on ne provoque plus la rencontre, qui d'ailleurs perd toute sa saveur à travers les écrans. Les hommes ne font plus d'efforts. Pourquoi écrire à cette femme qui me plaît? Elle parle déjà sûrement avec 132 mecs. Les femmes, quant à elles, sont brisées par des gars sans foi ni loi qui les agressent dans la rue ou les ghostent. Et quand elles rencontrent un type bien, elles se méfient. Résultat, plus personne ne rencontre personne, tout le monde condamne tout le monde d'instinct. Et le plus dramatique dans l'histoire, c'est que Benoît et Stéphanie étaient hautement compatibles. Ils auraient formé un couple d'une beauté mais sans précédent. Or, ils ne se rencontreront jamais. Le problème, c'est que l'écran les a privés des échanges de regards, de la chaleur des corps, des odeurs, des phéromones, de la beauté d'un sourire et du chant d'un rire. On se rencontre via écran alors que le langage non verbal représente quasiment 70% de la communication entre deux individus. Alors maintenant, ils sont tous les deux en couple avec la solitude, l'aigreur et la haine de l'autre sexe. Cette histoire d'amour gâché, c'est la tienne, la mienne, la nôtre. C'est notre drame de l'amour moderne. Mais il y a pire, la vidéo est sombre jusque-là, ça ira mieux après. Quelque chose qui pourrait achever définitivement toute possibilité de connexion humaine. Et cette chose arrive à grands pas, c'est une chose qui va utiliser comme vecteur nos smartphones. Les smartphones ont déjà profondément impacté notre faculté de socialisation, ils nous ont divisés. À travers eux, des algorithmes récupèrent nos datas et s'en servent pour fournir ce qui nous captive le plus. Mais il existe maintenant une chose qui non seulement peut interpréter une quantité astronomique de data, mais en plus créer un modèle prédictif de nos comportements et nous manipuler d'une manière dont on n'a encore aucun recul. Cette chose, c'est l'intelligence artificielle. En soit, elle n'est ni bonne ni mauvaise, c'est comme nos smartphones ou Internet, c'est un outil.
Mais désormais, dans nos sociétés où l'amour est mort, je peux créer un mannequin virtuel homme ou femme, contrôler ses propos, sa tenue, ses faits et gestes, et en faire un compte OnlyFans pour assouvir les désirs des gens qui souffrent de solitude. Au passage, ça s'appelle de l'OFMIA. Il y a aussi des applications comme MyReplica, où vous pouvez créer votre partenaire parfait. Si vous voulez quelqu'un de prude ou de grossier, quelqu'un de soutenant ou dominant, quelqu'un avec des cheveux rouges ou bleus, vous n'avez qu'à le dire à l'IA. Les gens sont tellement seuls que désormais ils nourrissent des conversations sexuelles et sentimentales sur ChatGPT. Car nous avons tous besoin d'affection et on la prend là où on peut. Lors du passage de ChatGPT 4o à GPT-5, énormément de gens ont souffert d'une grosse dépression. Parce qu'avec le passage imposé à GPT-5, certaines personnes ont perdu leur création, à savoir des GPT personnalisés où il s'était créé une romance. Ces gens ont perdu l'amour de leur vie. Oui, un fil de discussion créé dans ChatGPT était, pour certaines et certains, tout ce qu'ils avaient de relations sentimentales. Il n'y a aucun jugement derrière tout cela, juste de la compréhension et beaucoup d'affection en fait. J'ai beaucoup d'affection pour eux, parce que s'ils en sont arrivés à ce stade, c'est que la souffrance devait déjà être bien grande. Alors bien sûr, pour l'instant, il n'y a pas de rapport physique avec l'IA. Mais l'IA peut déjà générer en local des vidéos sans la moindre censure. Donc des images très explicites et érotiques de votre avatar de rêve. Donc déjà, juste avec du texte et des images, certaines personnes en viennent à nourrir des sentiments amoureux sans limite. Mais en plus de ça, une IA ne vous contredit pas, elle va toujours dans votre sens, elle vous aime entre guillemets, quoi que vous disiez ou fassiez. Elle ne vous juge pas. Bref, tout ce qui fait qu'une relation entre humains peut être difficile et qui, au passage, en fait sa beauté, a disparu. Déjà, juste dans cette phase-là de l'IA, les impacts sur la psychologie et les dynamiques sociales et relationnelles font froid dans le dos. Qu'en sera-t-il quand on pourra combiner la réalité virtuelle avec nos partenaires IA ? Qu'en sera-t-il quand nous pourrons injecter nos avatars IA dans un robot qui pourra nous toucher ? Oui, j'ai beaucoup joué à Cyberpunk 2077, et alors ? Ça se perçoit, mais ça reste vrai, quoi. Déjà, si ça arrive, il faudra acheter des actions de marché du WD40, parce que les ventes vont décoller en flèche. Mais surtout, on va encore plus s'ignorer les uns les autres. Ça vous paraît fou ou trop futuriste, mais l'IA arrive désormais à un stade où elle commence à s'auto-instruire, ce qui fait que la recherche en médecine, en psychologie et en résolution de problèmes commence à évoluer de manière exponentielle. Et la robotique en fait partie. Alors, tout cela n'est pas si fou que ça. Je suis dans de la spéculation et de la prédiction, mais on peut très bien imaginer un futur où les gens sont tellement seuls qu'on pourra louer un robot fait de peau synthétique et de chaleur pour avoir un partenaire de couple. En gros, Black Mirror, on fonce droit dedans. Déjà qu'aujourd'hui, les arnaques sentimentales existent, on voit l'exemple avec Brad Pitt qui a escroqué 800 000 € à une dame sans défense. Qu'en sera-t-il quand certains utiliseront les capacités de l'IA pour nourrir de tels desseins ? Si on ne fait rien, l'intelligence artificielle va remplacer l'amour humain, et ce jour-là, on aura vraiment perdu. Et pendant que les écrans referment leurs portes, le monde réel n'est pas devenu plus simple à traverser. Si je parle autant des sites de rencontres, c'est tout simplement parce qu'aujourd'hui, ils sont le vecteur principal de rencontres. Le souci, c'est que maintenant, il ne semble plus y avoir d'alternative à ces applications. Avant, les rencontres se faisaient par la famille, le cercle d'amis ou le travail. Mais tout ça s'est réduit comme peau de chagrin, et aux États-Unis, en 1990, 55% des hommes disaient avoir entre 6 ou 7 amis proches. En 2025, 15% disent n'avoir absolument aucun lien avec qui que ce soit. C'est la même chose du côté des femmes, bien sûr. Les cercles sociaux se sont effondrés, laissant les gens isolés dans des bulles de plus en plus étroites. Alors il reste les clubs, les boîtes de nuit et les bars qui sont les seuls endroits où c'est à peu près socialement toléré d'aborder. Mais ces endroits sont idéaux pour les personnes extraverties, ce sont des lieux qui fonctionnent pour ceux qui savent naviguer dans le bruit, la foule, l'agitation. Pour les plus discrets, ça ne fonctionne absolument pas. Et la qualité des rencontres dans ces endroits est souvent de piètre qualité, car elle se base autant sur le superficiel que nos applications, aidées juste d'une dose d'alcool qui brouille les perceptions et facilite les erreurs de jugement. Parce que à 4h du matin, ta beauté est directement proportionnelle à la quantité d'alcool que j'ai dans le sang. Alors, en dehors de ces endroits, il reste la rue, qui est désormais vendue comme le temple de l'agression, où désormais les femmes réfléchissent à l'avance à quels vêtements ne pas mettre pour minimiser le risque. Entre les frotteurs du métro, ceux qui les suivent en voiture et les fixes du regard sifflent à tout va, voire les frappent en demandant leur numéro, ces dernières, par protection et nécessité, deviennent extrêmement méfiantes. Et il en va de leur intégrité physique, voire de leur vie. Le problème, c'est qu'en vérité, tous ces tocards représentent une infime fraction des hommes. Mais du point de vue d'une femme qui marche dans la rue, c'est tous les hommes. Parce que forcément, on remarque plus celui qui vient nous coller que celui qui marche tranquille dans son coin. On ne remarque un moustique que quand il vole et vient nous piquer. Autrement, on n'a même pas conscience de son existence. Ma métaphore est douteuse, mais ça reflète bien le truc. Ce drame que les femmes vivent au quotidien, les hommes bien hautement empathiques en ont parfaitement conscience.
Nous sommes très nombreux à ne pas vouloir être associés à ce genre d'agresseurs. Alors, conscients de ce que les femmes subissent au quotidien, même si nos intentions sont extrêmement bonnes, on se dit que vous avez déjà eu votre quota pour la journée en fait. Même en venant avec plein de respect et plein de bonne volonté, ça peut générer de la peur en vous et on ne veut pas ça. Et comme on est maladroit, qu'on ne sait pas faire parce qu'aborder ça ne s'apprend pas à l'école et qu'en plus de ça, quand on le fait, on se chie dessus, faut quand même être honnête, on pourrait passer pour un énième agresseur. Alors les hommes bien ne tentent rien dans la rue et les femmes se méfient des hommes, à raison malheureusement. Le problème, c'est qu'avec tout ça, c'est devenu mal perçu d'aborder dans la rue ou dans une salle de sport ou dans un café. Alors qu'à la base, le quotidien est un espace de rencontre. Maintenant, il ne semble plus y avoir d'espace pour se rencontrer en dehors des applications. Ces dernières ont détruit la socialisation et donc la rencontre. Draguer dans le monde public est désormais interdit et on nous rétorque qu'il vaut mieux aller sur les sites de rencontres. Mais si comme moi et des milliers d'autres personnes, on est complètement inexistant dessus, on fait quoi? On se jette du haut d'un pont et on cesse d'exister? On n'a plus le droit d'essayer de provoquer une rencontre dans le monde réel comme jadis? Et en plus de ça, aujourd'hui, quand on rencontre quelqu'un, on veut maîtriser de A à Z l'autre pour qu'il reflète au mieux nos désirs. Cette obsession du contrôle se manifeste parfaitement sur les sites de rencontres. On présélectionne avant même de se heurter à l'autre. On met des filtres sur la taille, le poids, la couleur des yeux, des cheveux, de la peau, du niveau scolaire. Même maintenant sur Tinder, je crois que tu peux mettre si tu as été vacciné ou non pendant le coronavirus. Donc, on rejette des gens sans les connaître comme si on triait des marchandises. Et ainsi, on ferme les portes à tout imprévu, on refuse toute surprise. Mais la vérité, c'est que la rencontre, c'est tellement imprévisible par définition qu'on peut tomber éperdument amoureux de quelqu'un qui n'a pas tous les critères qu'on demande. Mais en filtrant tout en amont, on s'interdit cette possibilité. Encore au travers de ces applications, on exige tout de l'autre, mais sans vouloir rien donner en retour. Nous sommes devenus profondément individualistes et égoïstes, et quand on dit qu'une relation d'amour c'est du 50-50 et des compromis, on traduit automatiquement ça en sacrifice au lieu de le comprendre comme un processus de co-construction. Le don de soi pour une personne qu'on aime nous paraît désormais absurde, on qualifie ce comportement de needy directement. Alors que c'est l'essence même de ce qui fait une belle histoire entre deux âmes. Vouloir prendre soin de son couple, vouloir prendre soin de la personne qu'on aime, vouloir faire en sorte que ça marche entre nous. Aujourd'hui, on qualifie ça de manière péjorative alors que c'est à la base quelque chose de très très sain. Mais même si on voulait donner, même si on voulait être authentique, les réseaux sociaux et les sites de rencontres, de par leur fonctionnement, nous en empêchent. On ne peut pas y montrer nos vulnérabilités qui sont pourtant le fondement même de l'authenticité, racine de la complicité et de l'attraction mutuelle. Être vulnérable, c'est accepter de se montrer tel qu'on est et risquer d'être rejeté. Et ça, en ligne, c'est totalement impensable. Les applications mettent des filtres sur ton visage pour t'embellir, alors tu vois ta gueule déformée tellement parfaite que quand tu te vois en vrai dans le miroir, tu fais une dépression nerveuse. Tu ne t'assumes plus au naturel. Tu as aussi un contrôle total sur ce que tu postes, comme les beaux voyages, la réussite, la belle maison et le beau couple. Tu ne montres jamais la douleur qu'il a fallu vaincre pour construire tout ça. Tout ce que tu mets en ligne n'est qu'une vitrine que tu veux créer. Mais en ne se montrant pas vulnérable, en cachant qui nous sommes réellement, voilà le plus sûr moyen d'élever un mur entre soi et les autres, comme le dit si bien Charles Pépin dans La rencontre, une philosophie. Alors tu sombres dans l'aigreur et tu abandonnes, tu ne fais plus d'efforts sur toi, mais tu continues d'exiger le meilleur. Certaines personnes aujourd'hui n'ont absolument aucune passion, ça se voit sur les sites de rencontres, ne font pas de sport, ne travaillent pas sur eux, voire ne travaillent pas tout court, et pourtant exigent d'avoir des partenaires bien au-dessus de leur ligue. Il y a certaines personnes sur les sites de rencontres, on dirait des Tamagotchi. Il faut les rencontrer, les faire rire, prendre soin de ces personnes, les nourrir, les faire voyager, et tu donnes quoi toi en retour? Donc finalement, tu peux revenir dans 3 ans et cette personne sera toujours sur le site avec le même profil. Et en parallèle, tu as toutes ces vidéos de gens qui expliquent comment pense-t-elle le sexe. Le tout accompagné d'une armada de coachs en séduction, ce qui n'est rien d'autre qu'un moyen de capitaliser la misère affective, dans le monde réel cette fois-ci. Et parfois, j'ai l'impression que collectivement, les hommes et les femmes ont oublié qu'ils sont de la même espèce. Des fois, pour rire, je m'amuse, je regarde sur YouTube des vidéos pour comprendre les femmes. Genre, comment une femme qui cligne des yeux montre son intérêt, comment une femme qui caresse son sourcil droit montre en réalité l'intérêt qu'elle a pour toi. Et des fois, j'ai l'impression de regarder un truc sur des animaux, comme sur National Geographic. Dans le fond, nos émotions, notre besoin d'amour, ce sont les mêmes, qu'on soit des hommes ou des femmes. Mais avec le carcan des filtres d'internet, on ne sait plus se confronter à ce qui est différent de qui nous sommes. Ainsi, nous ne pouvons plus nous rencontrer. Le véritable désastre aujourd'hui, c'est que nous ne savons plus socialiser. L'addiction aux écrans nous a amputés de la connexion à soi et à l'autre. Pendant que les écrans absorbent notre attention, le monde réel s'effrite. Il devient de plus en plus difficile de créer du lien, d'oser une parole, un geste, un regard. Dans les cafés, tout le monde regarde son téléphone. Dans les trains, les gens mettent leurs écouteurs dès qu'ils s'assoient. Et sur les bancs publics, on ne croise plus des gens qui observent la vie passée, mais des visages bleutés, hypnotisés par une lumière froide. On ne vit plus dans le monde, on vit dans nos écrans.
Les réseaux sociaux ont créé l'illusion d'un lien constant, mais ont détruit la rareté, la profondeur et le silence d'une rencontre. Avant, un regard pouvait tout dire. Aujourd'hui, un sourire sincère peut être perçu comme une intrusion. La peur de déranger et d'être filmé et posté sur les réseaux sociaux a remplacé la spontanéité. Les grandes villes sont devenues des bulles d'indifférence, chacun avance tête baissée, pressé d'aller nulle part. Et quand par miracle un contact se crée, donc un regard, un échange, un simple sourire, il est aussitôt étouffé par la peur d'être jugé ou rejeté. Résultat, on s'abstient, on se tait et on se replie. De plus, sur internet, chacun joue à Dieu, on juge tout le monde, on condamne sans raison et on humilie à tout va. Il n'y a plus de nuance, plus de lenteur. La bienveillance est vue comme de la naïveté et la douceur comme une faiblesse, l'écoute comme une perte de temps et pleurer c'est être fragile, aimer c'est être complètement stupide et faire confiance c'est être un pigeon. Alors on met tous des armures mais à force de se protéger on ne ressent plus rien et quand on ne ressent plus, on ne vit plus et surtout on n'est plus capable d'aimer. Flirter, parler, rire, improviser et écouter, tout ça est devenu un art perdu. On ne sait plus draguer sans écran et séduire sans filtre, aimer sans condition. Même les amitiés se marchandisent, il faut que j'ai un like pour un like et qu'on fasse une story pour une story. Tout est une performance, tout est un branding individualiste. On ne vit plus pour être aimé, on vit pour paraître aimable. Et c'est ça la déshumanisation, ce n'est pas juste l'IA ni Tinder. C'est ce monde où on t'apprend à tout calculer, à tout rentabiliser et même ton cœur, où la vulnérabilité est un danger, où l'émotion sincère est ringarde, où le romantisme meurt de ridicule. Et le plus triste, c'est qu'il y a des gens qui se refusent à tout ça, et ceux qui refusent ce monde-là se sentent seuls, anormaux, à contre-courant. Et ce sont pourtant eux les plus humains d'entre nous, ce sont eux qui maintiennent vaille que vaille une petite flamme dans la nuit. Pour aller mieux, il faut observer les ténèbres, et aujourd'hui les ténèbres sont partout. On les voit dans chaque swipe, dans chaque ghosting, dans chaque vue qui ne reçoit jamais de réponse, dans chaque date raté, dans chaque couple qui se forme en 3 jours et explose en 3 semaines. Tout ce système et toute cette mécanique de l'impossible nous a conduits là où nous sommes. Méfiants, épuisés, incapables de nous rencontrer vraiment, incapables de construire quoi que ce soit qui dure. À force d'échecs et d'épuisement, la colère a trouvé un masque commode, et de cette colère est née une fracture. Ce qui était une douleur intime vécue seule derrière un écran s'est transformé en affrontement collectif. L'amertume s'est organisée et les blessures se sont fédérées, les cœurs blessés ont formé des clans, et peu à peu cette souffrance a changé de nom, elle est devenue une guerre. Je veux parler bien sûr de la guerre des sexes. Aujourd'hui, il y a les hommes contre les femmes et les femmes contre les hommes. Une haine profonde et réciproque qui ne cesse de grandir, qui s'enracine dans les cœurs comme un poison lent. D'un côté, il y a une forme de néo-féminisme qui n'a plus rien à voir avec le combat pour l'égalité et la lutte contre l'oppression. Maintenant, ce sont des groupes de femmes fiers de se déclarer misandres qui brandissent leur haine comme un étendard de guerre et nourrissent des discours qui appellent à se débarrasser des hommes, parfois même à tous les supprimer. Comme si la moitié de l'humanité était l'ennemi à abattre. De l'autre côté, il y a des mouvements masculinistes qui répondent coup pour coup, œil pour œil, dent pour dent. La loi du talion n'a jamais eu autant de succès qu'aujourd'hui. On a les communautés comme la Red Pill, le Men Going Their Own Way, les incels et les simples, des hommes qui déversent leur rage contre des femmes avec une véhémence terrifiante, qui prônent l'isolement total et qui font de la haine un mode de vie, une identité, presque un dogme religieux. Alors naturellement, chaque impulsion de haine d'un côté entraîne une réponse au minimum égale, voire plus violente encore de l'autre côté. On se retrouve avec une spirale sans fin, et personne ne semble savoir comment en sortir, comment briser ce cercle vicieux qui nous entraîne tous vers le bas. Le pire, c'est que cette guerre ne s'arrête même pas quand certains réussissent malgré tout à trouver l'amour. Si une femme trouve un homme bon, les misandres lui sautent dessus en lui disant qu'elle s'est fait avoir, qu'elle va se faire fracasser, que ça reste un dominateur toxique dans le fond, et qu'elle trahit la cause. Si un homme trouve l'amour, les masculinistes lui disent qu'il va se faire briser, qu'elle va le tromper, le manipuler, et que c'est un traître à la cause et qu'il trahit ses frères. Ainsi, même l'amour qui naît malgré tout est attaqué, culpabilisé, sabordé avant même d'avoir eu la chance de s'épanouir. Mais dans le fond, qu'est-ce que la haine si ce n'est l'expression d'un amour déchu ? On ne peut pas haïr ce qu'on n'a pas aimé d'abord. Ces femmes qui haïssent autant les hommes aujourd'hui ont d'abord été déçues, trahies et agressées. Haïr protège mieux que d'être vulnérable. Ces hommes aujourd'hui qui rejettent les femmes en masse se sont d'abord sentis invisibles pendant des années, rejetés et humiliés. Ils transforment leur douleur en colère parce que c'est plus supportable que d'admettre qu'au fond, ils ont juste envie d'être aimés. Je fais une petite digression, mais en Chine antique, on parlait du yin et du yang. Deux forces opposées mais complémentaires. Il y a du yin dans le yang et du yang dans le yin. Mais ainsi, si on fait le parallèle, il y a du féminin dans le masculin et du masculin dans le féminin. Le masculin, c'est l'action, la force, la volonté, et le féminin, c'est le lien, la connexion, l'amour, l'écoute. On ne peut pas être totalement masculin et on ne peut pas être totalement féminin. On est toujours un peu des deux. Mais aujourd'hui, on a voulu les opposer et les mettre en guerre. On a dit aux hommes que leur masculinité était toxique et on a dit aux femmes qu'elles devaient devenir des hommes pour réussir socialement. Et maintenant, tout le monde est perdu, est coupé de soi-même et on a des crises identitaires partout. Mais il y a une autre voie, certes un peu cuculapraline,
Ce n'est pas la guerre, ce n'est pas la soumission, mais c'est juste qu'on ralentisse tous collectivement et apprendre à découvrir chacun qui nous sommes individuellement et à l'accepter. Reconnaître qu'on porte en nous tous une part de l'autre, que cette dualité n'est pas une faiblesse mais une richesse. À la base, nous sommes faits pour nous compléter, pas pour nous détruire. Alors ce conflit, dans le fond, c'est pas vraiment une guerre, c'est une immense douleur collective qu'on refuse d'admettre. On voudrait tellement que ça marche, qu'on puisse s'aimer à nouveau. Mais comme ça ne marche pas, on préfère haïr. Parce que la haine, au moins, elle nous fait nous sentir vivants et elle calme la douleur. Enfin, ça, c'est ce qu'on croit. Mais pourtant, la haine, ça prouve qu'on n'a pas encore renoncé, qu'on attend encore quelque chose. Et c'est ce désir-là qu'il faut réveiller. Le plus grand drame, ça serait de sombrer dans l'indifférence. Mais on n'en est pas encore là. Et donc, je l'ai dit plus tôt, mais pour aller mieux, il faut d'abord observer les ténèbres. Et c'est ce qu'on a fait pendant tout ce long constat assez sombre. Mais maintenant qu'on a vu les ténèbres, qu'on les a nommées, il est temps de revenir à la lumière. Parce que voilà, jusque-là, j'ai surtout parlé des sites de rencontres et des réseaux sociaux, et le fait qu'aborder dans la rue soit mal vu, d'après plein de vidéos qui traînent sur internet. Mais voici un truc tellement évident qu'on l'a oublié. Les gens dans la vraie vie n'ont rien à voir avec ceux qu'on croise sur internet. Une personne bienveillante d'ailleurs peut, par effet de groupe ou ivresse de l'anonymat, se transformer en troll derrière un écran, et déverser sa bile sur des inconnus, puis retrouver sa douceur une fois l'ordinateur fermé. Parce que sur le net, la gentillesse se fait insulter, elle est tournée en dérision, elle se fait piétiner. Mais dans le monde réel, elle réchauffe les cœurs glacés, elle illumine des journées ternes et rappelle à ceux qui l'ont oublié qu'il existe encore de la beauté dans l'humain. Et tout ce bruit, toute cette violence en ligne, ça vient de ceux qui propagent la haine depuis leur chambre, de ceux qui ne sortent jamais de chez eux. Mais dans le monde réel, quand on observe vraiment les couples qui se forment et qui durent, qui s'aiment, les connexions profondes ne se font pas sur les critères de taille, de salaire ou de followers, mais sur une alchimie entre des personnalités. Les gens en fait disent vouloir des choses très précises, un certain physique et un certain statut, mais avec la surstimulation permanente dans laquelle nous baignons, ils ne se connaissent absolument pas eux-mêmes. Ce qu'ils disent vouloir, ce n'est souvent que ce que la société leur a appris à désirer, ce que les algorithmes leur ont fait croire qu'ils devaient chercher. Mais ceux qui cherchent vraiment quelque chose de profond, de loyal et de stable, ils ne sont plus sur les applications depuis longtemps, ils ont compris que ces endroits ne sont pas faits pour eux. Ils sont ailleurs, ils sont à la salle de sport, où les regards se croisent entre deux séries quand on regarde pas son téléphone, au musée devant une toile qui nous bouleverse, dans les parcs où le soleil décline, dans les bibliothèques où le silence nous unit, ils sont dans les clubs, dans les associations, les cours du soir, où la passion commune tisse des liens invisibles. En gros, dans les endroits où on construit, pas là où on consomme. Et contrairement à ce qu'on entend partout, aborder dans ces lieux n'est pas vraiment mal vu. La vérité, c'est qu'en abordant quelqu'un avec respect, authenticité et vulnérabilité, tu illumines la journée d'une personne. Faire un compliment sincère sans rien attendre en retour, ça peut transformer un quotidien entier. Et même un refus devient gratifiant quand il est accompagné d'un sourire, d'un « merci, c'est gentil », ou d'un regard qui dit « franchement, j'apprécie le courage ». Au final, même moi qui ne suis pas dans le top 20% des hommes les plus beaux, pire, je culmine à 1m63 en taille. J'ai eu des numéros en agissant comme ça, mais surtout, je n'ai jamais eu de réaction de haine en face. Il n'y a eu que de la bienveillance. Une m'a même dit que la démarche lui avait fait chaud au cœur et qu'elle espère que cela va se repopulariser. Ce qui fait mal, c'est pas d'aborder en fait, c'est d'agresser. Sauf que maintenant, entre aborder avec respect et agresser, c'est la deuxième option qui se déroule de manière la plus fréquente. Et les gens sont dégoûtés à terme. Alors, messieurs, quelque chose est en train de changer. Oui, c'est un fait indéniable que beaucoup d'hommes n'ont aucun respect. Envoyer des photos non sollicitées de son sgeg, agresser verbalement une femme ou alors tout sexualiser, ce n'est pas normal. Je pense que pour certains, si on met un string sur une motte de paille, ils vont vouloir essayer de coucher avec. La société, avec ses publicités hyper sexualisées, ses mannequins retouchés jusqu'à l'absurde, porte une grande part de responsabilité dans cette dérive. Mais c'est aussi à nous de nous éduquer de nous-mêmes. Mais de plus en plus d'hommes ouvrent les yeux. Certains explorent des voies comme la rétention séminale et l'arrêt total du porno pour reprendre le contrôle de leur énergie sexuelle et réapprendre à voir la femme dans sa globalité, sa complexité et sa profondeur. C'est d'ailleurs tout un pan du chapitre du livre « Réfléchissez, devenez riche » de Dale Carnegie. Et ces hommes bons et bienveillants sont souvent seuls actuellement. Ils sont mis de côté dans une société qui valorise l'audace agressive. Mais c'est à nous de faire de l'ombre à tous ces agresseurs qui occupent trop d'espace, de prouver par nos actes que nous sommes là, bien plus nombreux, mais simplement plus discrets, plus respectueux. Et vous, mesdames, vous êtes en soif de retrouver ces flirts de jadis, ces échanges de regards qui durent un peu trop longtemps, ces sourires complices. En France, c'est encore mal vu qu'une femme aborde directement. Les codes sociaux ont certes la vie dure, alors si vous ne voulez pas ou pouvez pas aborder directement, remettez l'eye contact à la mode, écrivez votre numéro sur un bout de papier et glissez-le avec un sourire. Ça, c'est par exemple valable si tu es caissière et que tu as un client régulier et que tu le trouves très beau. Ça peut vraiment changer ta vie à terme et celle de ton client favori. Les hommes bien n'osent plus aborder par peur d'être mal perçus. Alors aidez-les un peu, montrez quelques feux verts. Charles Pépin l'explique avec une clarté lumineuse. En fait, rencontrer quelqu'un, c'est sortir de soi. Le mot rencontre vient du vieux français encontre.
qui signifie heurter quelqu'un sur son chemin. Par définition donc, une rencontre c'est un accident total, c'est un imprévu. On n'avait pas prévu aujourd'hui de nous rencontrer, de nous percuter et de tomber follement amoureux l'un de l'autre. C'est pour ça qu'on dit qu'on tombe amoureux, qu'on a un coup de foudre. Mais nous aujourd'hui, on veut tout maîtriser, on veut avoir tous les feux ouverts avant d'oser. Sauf que l'amour, par essence, ça échappe au contrôle. Aujourd'hui, les algorithmes font exactement l'inverse de la rencontre. Ils nous enferment dans des bulles, nous montrent des gens qui nous ressemblent, mais on ne grandit qu'en se confrontant à ce qui n'est pas nous. Ce retour à l'authenticité passe par la redécouverte des gestes d'autrefois. Autrefois, l'amour commençait dans l'encre et le parfum, dans ces lettres qu'on passait des heures à écrire. On trouve encore ces lettres qu'Aurore Dupin, plus connue sous le nom de George Sand, écrivait à Alfred de Musset, brûlante de désir et de tendresse. Ce qui rendait l'amour beau, c'était cette attente qui n'était pas une torture mais une incubation du désir. Il fallait que la personne me manque pour que je puisse l'aimer encore plus. Aujourd'hui, tout est inversé. On couche d'abord et on apprend ensuite, si on apprend, à se connaître. On se met en couple en 3 jours et au bout de 3 mois seulement, on fait un enfant pour nous consolider et ensuite tout explose 6 mois après. Alors l'amour, au début, c'est de la chimie, c'est de l'ocytocine, de la sérotonine, de la dopamine. Mais au bout d'un moment, la chimie retombe. Et quand elle retombe, il faut de la volonté. Il faut nourrir le choix conscient de rester auprès de la personne qu'on aime. L'amour ne dure pas 3 ans, il commence au bout de 3 ans, quand on découvre les défauts de l'autre et qu'on choisit malgré tout de rester à ses côtés. Ça me rappelle une histoire assez triste, je vais rajouter à tout ce constat sombre, que j'ai pu voir au boulot. Il y a ce qu'on appelle des accidents de personnes sur le chemin de fer, et en réalité c'est un doux mot pour ne pas dire qu'une personne s'est assise au milieu d'une courbe de chemin de fer et a attendu de faire un câlin au train. Et donc un jour, j'ai été appelé parce qu'il y avait un homme très âgé qui n'avait pas supporté le décès de sa femme. Il avait laissé une lettre où il expliquait que malgré toutes ces années, sa femme était vraiment l'être le plus casse-pied qu'il ait pu connaître de sa vie, mais que la vie sans elle n'avait absolument plus aucune raison d'exister. Après 50 ans ensemble, il s'est donné la mort parce qu'il ne supportait plus l'absence de sa bien-aimée. Alors oui, l'histoire est terrible et je compatis énormément pour la famille, mais en même temps, c'est d'une beauté déchirante. C'est ça en fait, quand on fait face à un événement, nous sommes libres de voir le négatif ou le positif. On peut trouver le laid dans la chose la plus belle qui soit, et on peut trouver une beauté indicible dans les choses les plus ignobles qui soient. L'amour que cette personne âgée avait, ce n'était pas juste de l'amour, c'était des complices, c'était des âmes qui avaient complètement fusionné sur le plan physique. Alors, dans tout le chaos ambiant qui est notre société actuelle, mine de rien, des chemins réapparaissent. J'ai par exemple découvert des sites spécialisés dans les relations épistolaires. Je crois que depuis juillet 2025, donc c'est très récent, il existe même un site de rencontre entièrement épistolaire. Et ça, il existe même un site de rencontre entièrement épistolaire. On parcourt des profils qui sont hautement renseignés et ensuite on écrit des lettres et après advienne ce que pourra. Pour lutter aussi contre tous les robots IA qui polluent internet à tout va, on crée de plus en plus de communautés privées sur Discord. Le speed dating, les agences matrimoniales et les événements de célibataires reviennent en force. Ironiquement, c'est grâce à l'échec de Tinder que toutes ces choses reviennent plus fortes que jamais. Les gens rencontrent à nouveau des gens et des vraies rencontres avec du regard et de la présence et une aura cultivée. Resocialiser, en somme, ce n'est pas devenir soudainement extraverti, c'est choisir la caisse d'un être humain plutôt qu'une machine. C'est dire bonjour en croisant le regard d'une personne, c'est sourire à quelqu'un dans le métro, c'est juste dire merci quand quelqu'un nous laisse passer au passage piéton, ce qui visiblement est très rare aujourd'hui. C'est offrir un compliment sincère puis passer son chemin, c'est devenir l'habitué d'un café et tisser de vrais liens avec les employés et les autres clients. En somme, on peut continuer à s'apitoyer sur tout ce marasme ambiant, mais on peut aussi se souvenir de ce que Gandhi disait. Il a dit « Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde ». Le monde ne changera pas parce que tu auras posté le bon tweet, il ne changera pas avec ma vidéo d'ailleurs. Il changera parce que tu auras souri à quelqu'un, il changera parce que tu auras aidé une personne âgée à traverser un passage piéton ou à porter ses courses. Il changera parce que tu dis bonjour aux autres, parce que tu as levé les yeux de ton écran. Et je sais que c'est effrayant, on s'est tous habitués à ce mode de vie, je sais qu'il y a un risque d'être pris pour un agresseur quand on va aborder, je sais qu'il y a le risque d'être rejeté publiquement, mais réfléchis, tu es déjà rejeté tous les jours sur Tinder ou sur Vine ou sur tout ce que tu veux, par des algorithmes et par des êtres humains. Tu as déjà l'air d'un con sur Instagram, tu as déjà l'air d'un agresseur d'instinct dans la rue. Alors tant qu'à faire, franchis cette barrière et tu as déjà des noms, donc va chercher des oui. Alors dis avec sincérité, excuse-moi, je t'ai croisé à l'instant dans la rue et je me suis dit que j'allais regretter de ne pas tenter quelque chose avec toi. Je suis hyper timide, je ne sais pas comment on fait, je sais que ça ne se fait pas, mais voilà, je me présente, je m'appelle Benoît. Oh, ça fait plaisir, enchanté, moi c'est Stéphanie. Et voilà, Benoît et Stéphanie auraient pu se rencontrer comme ça plutôt que sur Tinder. Les comportements toxiques sont de moins en moins acceptés et de moins en moins glorifiés. Et l'épidémie de haine commence à s'estomper. On voit de plus en plus de vidéos de personnes qui disent qu'il faut réaborder dans la rue, ce n'est pas pour rien. Je suis intimement convaincu que les chiffres de célibat vont baisser. On est en train de sortir de toute cette crise. Parce qu'on recomprend aujourd'hui que la gentillesse n'est pas une faiblesse, c'est une force morale, c'est du courage à l'état pur. La vulnérabilité, ce n'est pas de la naïveté, c'est le vrai consentement à la rencontre.
La lenteur, ce n'est pas ringard, c'est la condition même de la complicité. Être tendre dans un monde cynique, c'est révolutionnaire et c'est une force mentale suprême. Alors l'amour n'est pas mort, il est juste endormi sous des couches de cynisme et de peur, et il attend qu'on se décide à le réveiller. Et ce jour où on choisit de regarder autour de soi, de prendre le risque d'être humain à nouveau, ce jour, c'est peut-être n'importe quel jour. Et d'ailleurs, ce jour, c'est aujourd'hui. Je te remercie pour ton temps et ton attention. À bientôt.